a augmenté de plus de 69% au cours des 9 premiers mois de l'année 2018. D'où cette question qui revient. Est-ce que nous sommes en train de revivre une période sombre de l'histoire de l'Europe, celle des années 30? C'est en tout cas la conviction d'Emmanuel Macron. Il le redisait encore mardi dernier dans un entretien à nos confrères d'Europe 1. Et moi, je suis frappé de voir deux choses qui ressemblent terriblement aux années 30. Le fait que notre Europe a été bousculée par une crise économique et financière profonde, qui a plongé des pays dans des crises extrêmement dures sur le plan social. Vous connaissez bien la Grèce, le Portugal, et nous voyons à nouveau une montée des nationalismes qui jouent sur ces peurs. Guillaume Bernard, elle est juste, cette analogie ? Alors écoutez, j'aurais envie de vous dire ce qu'a dit Zemmour, la question que Zemmour a posée, en disant, mais alors dans ce cas-là, quel rôle joue-t-il si nous sommes dans les années 30? C'est Daladier, c'est Camille Chotan, quel rôle joue notre ami Macron? C'était pas tout à fait ma question. Je sais bien, non, sur le diagnostic. Sincèrement. Est-ce qu'il est juste? Non, je ne pense pas. Je pense que l'histoire ne repasse pas les plats. Que l'on a des circonstances qui sont parfaitement, différentes, et que le fait de vouloir assimiler, je dirais, des périodes ainsi a pour but évidemment de créer une situation manichéenne où il y aurait les gentils et les méchants. Sous-entendu, ceux qui sont dans le fond aujourd'hui susceptibles de contester la construction européenne telle qu'elle se fait, de discuter, je dirais, des flux migratoires, de mettre en avant une insécurité culturelle et morale dans le corps social, ne seraient finalement que des gens qui auraient adopté l'idéologie nazie. Sincèrement, ce n'est pas sérieux. Quant à la question de l'antisémitisme plus précisément, je crois que là aussi, on fait semblant de croire que les causes, je dirais, ayant mené à ces actes antisémites seraient les mêmes aujourd'hui que dans les années 30. Personne n'ose dire, alors que enfin, si, il y a quand même un certain nombre de personnes qui le disent, que incontestablement, l'origine actuelle de l'antisémitisme et des actes antisémites, c'est essentiellement un ressort islamiste. Et donc, par conséquent, je crois que vouloir faire cette comparaison me paraît malséant. Julia de Funès. La comparaison n'est jamais raison, ça pour le coup. Et je trouve ça toujours acrobatique, voire absurde de comparer des périodes historiques. Ça n'a jamais similaire. Ça s'appelle des anachronismes. C'est des anachronismes, exactement. Et c'est tout à fait faux. Et là, les points de ressemblance peuvent virer vite à l'indécence, je trouve. Quand on compare le mouvement de Mélenchon, le mouvement de Marine Le Pen à des idéologies totalitaires comme le stalinisme ou le nazisme, c'est presque indécent pour ceux qui ont véritablement souffert de ces totalitarismes-là. Mais ça explique quoi, en fait, la généalogie de ça? C'est vraiment jouer sur l'idéologie de la peur. On a quand même peur d'à peu près tout dans notre société actuelle, alors que ça ne le justifie pas forcément. Et instrumentaliser la peur des gens et jouer sur les émotions, c'est vraiment de la politique émotionnelle, mais pas du tout rationnelle. Et je trouve ça, et je trouve que ces fausses ressemblances tournent vraiment à l'indécence régulièrement. Étienne Girard. Oui, plusieurs choses. Déjà sur l'antisémitisme. Alors moi, j'ai été regarder les chiffres de l'antisémitisme sur le long terme. En réalité, c'est une courbe sinusoïdale. C'est-à-dire que ça baisse ou ça descend de 50% à peu près tous les ans. Donc, c'était en baisse depuis 2 ans, d'ailleurs. Absolument. Donc cette année, ça augmente de 69%. Ce n'est pas une tendance sur plusieurs années. Donc on ne peut pas en tirer une conclusion sur plusieurs années. Première chose. Deuxième chose, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Cette comparaison avec les années 30, elle a surtout un intérêt politique qui est de faire peur et d'apparaître électoralement comme un rempart à la barbarie qui serait représenté par les nationalistes nouveaux nazis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inquiéter de la montée des nationalismes, mais c'est qu'il est beaucoup trop aisé de juste expliquer qu'on est dans un climat pré-années 30 et donc qu'il faut voter. C'est la fameuse couverture de Libération avant le deuxième tour de la présidentielle. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Voilà, en réalité, le message sous-tendu, c'est celui-là. Ce serait intéressant que le débat politique puisse aller un peu plus loin, sur les idées par exemple. Je vous donne des points de vue d'internautes. Christophe qui nous dit comparaison n'est pas raison, l'antisémitisme de 2018 n'est pas celui des années 30. Un autre internaute nous dit ce chiffre ne vient-il pas du fait que ces actes sont plus répertoriés et que les actes d'agression dans leur ensemble, donc pas seulement les actes antisémites, augmentent
Et WB nous dit que c'est une stratégie pour les élections européennes. Et Tania nous dit pourquoi regarder seulement les chiffres sur 2 ans, quelle est l'évolution sur 10 ou 20 ans? On a essayé de vous répondre à l'instant, Tania, et One Shoot nous dit le problème c'est de prendre un critère et d'en faire une généralité. On n'est pas vraiment dans les années 30. Bon, alors, on ne trouve pas grand monde pour l'instant pour défendre le point de vue du président. Est-ce que ça va être votre cas, Daniel Bilalian? Non, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire comparer la situation actuelle aux années 30 et dire d'une certaine façon il y a le nationalisme ou le populisme serait une montée de l'antisémitisme, c'est sous-entendu, ça me paraît un tout petit peu bizarre. Aujourd'hui, en France par exemple, les 11 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen ne sont pas des antisémites, ça remonte aux camarades de son père, mais en tout cas, ce sont des gens qui se plaignent de leur vie et de la mondialisation, etc. Donc je trouve très dangereux de laisser à penser que c'est ça, mais c'est son grand combat. Laurent Wauquiez l'a dit l'autre jour, le président de la République est cynique, il dit c'est moi ou le nationalisme. Il essaye de supprimer ce qui était la droite, le RPR, l'UDF, etc. Donc c'est très intelligent de sa part et en même temps très cynique. C'est-à-dire, c'est moi ou le nationalisme, c'est moi ou l'antisémitisme, sous-entendu. Je trouve ça un petit peu fort de café. Et en plus, je pense que, honnêtement, le français moyen, il ne fait pas de référence à ça. Ce jour-là, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Il comprend pas ce qu'on lui dit. C'est même l'inverse, je crois. Diaboliser ne fait que favoriser. Parce que c'est comme quand on dit à un homme, mais ta femme est abominable, elle est affreuse. Ben non, il n'y a rien de mieux pour la valoriser. Il va la trouver pas si mal que ça. Et c'est exactement la même chose. Ce que je reproche, moi, alors ça c'est au Premier ministre ce matin, lorsqu'il fait cette intervention sur Facebook, c'est toujours le politiquement correct. On ne dit pas d'où viendrait l'antisémitisme d'aujourd'hui. Et on sait que l'antisémitisme vient principalement de l'islam radical, mais ça on ne le dit pas. On ne dit rien. On ne dit rien au cas où. Hein. Donc là encore, le français moyen, lui, il dit voilà, il n'ose pas dire que l'islam radical, c'est le fournisseur essentiel et principal de l'antisémitisme. Voilà. Moi, la déclaration de... Moi, je ne sais pas comment un Premier ministre peut dire voilà, il se passe telle chose et ne pas dire d'où ça vient. Ouais, ça, c'est la novlangue. On sait bien que pour parler de la délinquance, on parlait des jeunes, alors qu'on sait très bien qu'évidemment, il y a des conditions qui conduisent plutôt certains, pas nécessairement volontairement, mais qui les conduisent plutôt à, je dirais, participer à cela, à ces actes délictueux. Et donc, par conséquent, évidemment, il y a un risque, pour le coup, évidemment, de ce que cette dénonciation fort légitime puisse se retourner contre ceux qui, évidemment, cherchent à l'exploiter politiquement. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est que s'il y a, je dirais, des actes contre, je dirais, certaines catégories de la population, il ne faut pas oublier qu'il y a des profanations d'églises, des profanations de cimetières chrétiens qui sont là aussi, pour le coup, plutôt en augmentation. Alors, ça n'est sans doute pas que le fait, je dirais, du multiculturalisme et de la présence, je dirais, d'un islam conquérant en France. Il y a aussi, évidemment, toutes les sectes sataniques, etc. Mais il est incontestable que ne pas nommer, je dirais, les causes, ou du moins certaines causes susceptibles d'être à l'origine d'un phénomène, eh bien, ça ne me paraît pas très respectueux ni de ceux à qui on s'adresse, ni efficace pour pouvoir gérer la question. On vous pose la question sur Twitter. Est-ce que cette comparaison est pertinente quand on parle de la montée de l'antisémitisme et du populisme? Vous considérez majoritairement que non à 76%. On peut se demander, Diane Girard, si le président de la République lui-même n'est pas en train de revenir un petit peu sur cet argument un peu simple ou un peu binaire. Dans la même interview à Europe 1, il expliquait que l'Europe était ultra-libérale, qu'elle ne permettait plus aux classes moyennes de vivre correctement, argument qu'on entendait classiquement plutôt chez ceux que Emmanuel Macron appelait jusque-là les populistes. Oui, il essaye de jouer sur tous les tableaux, mais en réalité, cet argument-là, on l'entend d'à peu près tous les partis avant les élections européennes. On entend rarement des partis se satisfaire de la bonne marche et du fonctionnement des institutions européennes avant les élections. C'est la figure imposée d'expliquer que l'idée européenne est une superbe idée, mais que oui, ça fonctionne pas très bien et qu'on va le faire beaucoup mieux fonctionner. Il y a eu des abus et on va faire ça beaucoup mieux fonctionner dans les années à venir. Est-ce qu'il est crédible sur cette thématique-là? Pas forcément, parce que tous ces actes, depuis qu'il a été élu, vont dans le sens de ce que font les européistes, que fait la Commission européenne à l'échelle de l'Union. Oui, et puis,
Pardon, Non, non, allez-y, non, je vous en prie. allez-y. Et puis, la dénonciation du nationalisme, encore faudrait-il s'entendre sur ce qui est dénoncé. Parce que quand on fait l'histoire du mot, je vous renvoie notamment aux travaux de Jean-Pierre Descottes sur cette question, le nationalisme, ça peut être un nationalisme impérialiste, c'est effectivement le sens qu'il a lorsque Valmy, vive la nation, la Révolution française qui veut porter les idéaux au-delà des frontières, mais ça peut être aussi le nationalisme de réaction, c'est-à-dire le nationalisme de protection, lorsque il y a l'agression allemande en 1870, lorsqu'il y a, je dirais, une forme de désorganisation du corps social par la situation faite, je dirais, aux catégories les plus populaires. Donc le nationalisme tel qu'il peut apparaître à la fin du 19e siècle, il peut avoir deux facettes, la facette du nationalisme révolutionnaire ou la facette du nationalisme de réaction et plutôt protectionniste. Donc encore faut-il savoir de quoi l'on parle et mettre dans le même sac, je dirais, les différentes sensibilités que ce même terme qui est polysémique peut recouvrir, ça me paraît idéologiquement, effectivement, discutable. Oui, j'allais aller exactement dans le même sens. Au sens, le problème, c'est le problème des mots. C'est-à-dire qu'on édulcore et on adoucit tout le langage pour ne pas signifier les vraies causes et les vrais dangers. Donc les mots, on a peur que le mot chien morde, à la limite, c'est vraiment le problème du nominalisme. Et de l'autre côté, on sort des grands mots, des gros mots, capitalisme, libéralisme, comme si c'était les boucs émissaires et les explications de tout. C'est vraiment un problème de langage. À un moment, il faut parler avec des mots vrais. Et je pense, pour revenir sur la colère des gens dans les provinces, c'est ça aussi dont ils ont marre, un peu de ces poncifs. Ils ont envie de se confronter à la réalité, et notamment à la réalité des mots. Il y a du politiquement correct, il y a aussi des mots très durs. Par exemple, lorsqu'il parle des populistes, de la lèpre populiste. Et moi, c'est ce mot populiste, à partir du moment où les partis deviennent majoritaires dans leur pays, ils deviennent populaires. À partir du moment où vous avez la majorité, vous n'êtes plus populiste au sens négatif du terme, vous êtes populaire. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? C'est le résultat du vote démocratique. Alors on peut le regretter, mais c'est ainsi. Cette émission est importante, d'abord parce qu'on y dit plein de choses passionnantes, et en plus parce que nous allons essayer